Nous recevons le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, celui qui avait incarné, pensé et défendu la réforme constitutionnelle de 2016 et qui affirmait jusqu'à un passé récent que le président Sall terminerait son règne en 2024 s'il était réélu en 2019. C'est pas un règne, hein, c'est pas un roi. Bon, c'est pas un roi, d'accord. S'il était réélu en 2019. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ben, rien n'a changé. Comment ça se fait qu'il y a quelque temps, il ne pouvait pas et que maintenant, il peut? Non, il ne s'agit pas de changement. Vous savez, quand vous êtes en face d'un texte comme ça, le président de la République, voilà, il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Vous êtes dans une démocratie, chacun peut donner son avis. Chacun. Moi-même, j'ai donné mon avis. Voilà. Un autre professeur peut donner son avis, un journaliste peut donner son avis. J'ai même vu des grammairiens qui expliquent le texte à partir de la grammaire. Chacun peut donner son avis. Et c'est ça, d'ailleurs, un état de droit. Mais quel est l'avis qui compte au final? Quel est celui qui doit dire le dernier mot? Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas le président Macky Sall. Dans le débat juridique. C'est le Conseil constitutionnel. Alors, je vais vous rappeler des propos... Qui doit dire, attendez. Oui. C'est le Conseil constitutionnel qui doit dire le dernier mot sur la polémique juridique. Maintenant, sur la polémique politique, ça c'est différent. Sur la polémique politique, maintenant, chaque force politique... Mais sur la polémique juridique, invité chez nos confrères de la RFM, vous disiez, parlant du président Abdoulaye Wade, j'ai entendu le président Wade lui-même dire qu'il avait verrouillé la Constitution et que cela signifiait qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Aujourd'hui, je considère que le président Wade ne peut pas faire un troisième mandat. Pourquoi? Parce que la déclaration du président de la République est une source importante en droit constitutionnel. C'est vous qui l'aviez dit. Président Macky Sall a fait une déclaration. C'est une source importante si on suit votre logique en droit constitutionnel. Excellent, madame. Parce que je vois que vous êtes documenté. Et vous avez cherché, vous avez été la bonne source. Et vous avez dit des propos que j'assume totalement. Mais comment a répondu le Conseil constitutionnel? C'est là que vous devez dû continuer votre recherche. Comment a répondu le Conseil constitutionnel sur ça en 2012? Le Conseil constitutionnel a répondu: la déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme une source de droit, sauf à être matérialisée dans un texte de loi ou dans un texte. En tant que professeur de droit, vous saviez pas? Attendez, non, j'ai donné mon avis. C'est pas que je ne savais pas. Non, attendez, il a donné son avis. Je ne dis pas qu'il avait raison sur moi. Mais ce qu'il dit à force exécutoire, ce que j'ai dit à force simplement doctrinale. Le professeur, ce qu'il dit, c'est doctrinal. Le Conseil constitutionnel, ce qu'il dit, c'est la vérité. Isaac Fosser, le premier président de la Cour suprême, avait dit au président Senghor: Monsieur le Président, nous, juges de la Cour suprême, même nos erreurs vous sont opposables. Même nos erreurs vous sont opposables. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au fond, c'est le juge qui a le dernier mot. Moi, j'avais de bonne foi fait cette déclaration que j'assume. Mais le juge m'a dit non. La déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme étant une source de droit. C'était ça la réponse du Conseil constitutionnel dans la décision que le Conseil a rendue en 2012, arrêtant la liste des candidats à l'élection. Alors vous, quand vous teniez ces propos, vous fondiez sur quoi en tant que spécialiste de droit constitutionnel? Mais en tant que spécialiste, j'avais considéré que le président de la République est un interprète authentique de la Constitution et que sa déclaration n'est pas la déclaration de n'importe quel individu et que ça peut valoir, ça peut revêtir une certaine force juridique. C'est ça que je pensais. Je l'ai dit écrit. Le Conseil me répond non. Une déclaration ne peut pas être considérée comme une source de droit. C'est ça la jurisprudence. Ça veut dire que même si le président Macky Sall l'a dit, le Conseil constitutionnel considère que ce n'est pas une source de droit. Et vous êtes convaincu par le Conseil constitutionnel? Mais il n'y a pas à être convaincu. Vous savez, dans un état de droit, lorsqu'il y a une polémique, la polémique, elle est tranchée par le juge. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais elle est tranchée par le juge. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec le juge, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est des matières où l'appel est possible, on fait appel. On dit au juge d'appel, le premier juge a dit ça, je ne suis pas d'accord, je vais en appel. Si l'appel, toujours vous n'êtes pas d'accord, vous dites au juge de cassation, je ne suis pas d'accord avec le juge d'appel, je vais en cassation. Mais le Conseil constitutionnel statue, on dit en droit, statut, en premier et dernier ressort. Ça veut dire que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont exécutoires
et s'impose à toutes les autorités juridictionnelles, administratives, politiques. S'impose. On ne peut pas les discuter. Maintenant, il y a un élément quand même qu'il ne faut pas négliger. C'est que lorsqu'il y a une polémique juridique comme ça, c'est tranché par le Conseil constitutionnel. Mais c'est arbitré en dernière instance par qui? En dernière instance, c'est l'arbitrage par le peuple. Le peuple peut dire, ah, ok, le juge a dit ce qu'il pense. Moi, peuple, à l'élection présidentielle de 2024, 25 février 2024, c'est moi qui déciderai. C'est moi qui ai le dernier mot. Alors, vous aviez pensé cette réforme de 2016. Quels sont, à votre avis, les verrous à mettre pour éliminer complètement cette question à l'avenir? Quels sont les verrous à mettre dans la Constitution pour éliminer complètement le débat sur le troisième mandat? C'est une question intéressante. Nous, on avait mis un verrou. Qu'est-ce qu'il a fait sauter? Justement, c'est le Conseil constitutionnel. Parce qu'on avait mis, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Cette disposition, non, renouvelable une fois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. On avait dit, cette disposition s'applique au mandat en cours. Cette disposition s'applique au mandat en cours. C'est ça qu'on avait mis. Le Conseil a dit, vous ne pouvez pas mettre dans ce texte que cette disposition s'applique au mandat en cours. Pourquoi? Il faut réécrire le texte et supprimer la disposition transitoire. Parce que le mandat en cours échappe à la loi nouvelle. Le mandat en cours échappe à la loi nouvelle. Les lois ne sont pas rétroactives. La loi nouvelle, le mandat en cours ne peut pas être saisi par la loi nouvelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir de la prochaine élection présidentielle, il ne devait plus y avoir de problème. Parce que ici, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il y a une situation transitoire qu'on a voulu régler et on a enlevé la disposition transitoire. Mais à partir de la prochaine présidentielle, il n'y aura plus de débat, parce qu'il n'y aura plus de mandat de transition. Nul ne peut faire plus de mandat consécutif. Personne ne se posera plus la question de savoir est-ce que le mandat de c'est fini, le débat, c'est fini. Pour l'avenir, le débat n'aura plus lieu. Alors, le journal français Le Figaro, dans son édition du 20 mai 2023, a révélé que le président Macky Sall a consulté le juriste constitutionnaliste français Guillaume Drago. C'est un constitutionnaliste proche de l'extrême droite française, âgé de 62 ans, sur la question du troisième mandat. Est-ce que vous confirmez cette information? Moi, ce que je sais, c'est que moi, quand j'étais conseiller juridique du président, chaque fois que je lui donnais mon avis sur une question, je lui disais, Monsieur le Président, vraiment, je recommande fortement que vous consultiez d'autres juristes. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il ait une diversité d'avis avant de décider. Et je voulais aussi que mon avis soit conforté par d'autres avis ou contredit par d'autres avis. Évidemment, je ne le faisais pas de façon comme ça aussi très gentille, hein, mais je le faisais aussi pour me couvrir et couvrir le président de la République. Comme ça, il a mon avis, mais il a aussi d'autres avis. Et heureusement, le président de la République est un homme ouvert. Il est ouvert au dialogue. Il est ouvert aux discussions. Il est ouvert aux avis. Et le président consulte beaucoup au Sénégal. Le président consulte beaucoup de gens, que ce soit sur les questions juridiques. D'ailleurs, quand il vous pose une question, le président, il faut faire attention. parce que quand vous répondez, parfois, lui, il a déjà des avis. Il faut être très prudent dans les réponses que vous donnez. Donc, alors, il consulte au Sénégal, il consulte à l'extérieur. Donc, pour moi, je ne vois pas de problème. Pour l'universitaire que vous êtes, ce que vous représentez pour les étudiants, ce que vous représentez pour la justice sénégalaise, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de conseiller au président Macky Sall de ne pas essayer de se représenter, puisque lui-même, il l'a dit, et ça ne semble pas le déranger. Mais ça, c'est une décision politique. Quelle légitimité, moi, j'ai à dicter à une autorité une décision politique? À lui conseiller plutôt, pas à lui dicter. Mais c'est une décision politique. Moi, il me demande de le conseiller sur les questions juridiques. Peut se présenter ou pas, c'est une question juridique. Il y a une question juridique quand même. Il y a un côté juridique, hein, oui, il y a un côté parce juridique. que si la Constitution dit quel verrou a 2 mandats, qu'il a fait 2 mandats, qu'il y a une petite nuance sur la durée des mandats, il y a un côté juridique, professeur Ismaël Madior Fall. Très bien, sur le côté juridique, qu'est-ce que je dis? Voici mon avis, le dernier mot appartient au Conseil constitutionnel. Pour faire vite. Voici mon avis, le dernier mot appartient au Conseil constitutionnel. Mais pour la question politique, quelle légitimité ai-je, moi?
à dire au président de la République, je vous conseille de vous présenter à la présidentielle, il faut vous présenter, ou de ne pas vous présenter. Je n'ai aucune légitimité. En revanche, lorsque je préside des réunions politiques à Rufisque, je lui demande de se présenter à la présidentielle 2024 parce que c'est notre candidat, c'est notre meilleur candidat. À Rufisque, quand je fais de la politique, quand je suis sur l'arène politique, quand je parle dans un meeting, je dis, Monsieur le Président, vous êtes plus politique que juriste? Vous êtes plus politique que juriste? Dans le champ politique, je suis politique. Dans le champ scientifique, je suis juriste. Je suis quand même professeur de droit. Ouais. Moi, je suis président du concours d'agrégation de droit public du CAMES. S'il y a quelqu'un qui doit être agrégé en Afrique au CAMES, ouais, c'est moi qui préside le jury qui doit dire s'il doit être agrégé ou pas. C'est moi qui préside le jury. Est-ce que votre casquette de juriste ne devrait pas dominer votre casquette de politique? Ça dépend des occurrences. Si je suis dans une occurrence politique, je suis la scène politique, si je suis dans le champ politique, je suis un politique. Je suis un politique qui défend les intérêts du Sénégal à partir d'un camp que je considère comme étant le camp de la majorité, Benno Bokk Yakaar. Mais quand je suis au CAMES, quand je préside le jury du concours d'agrégation de droit public, c'est le scientifique. Alors, de tous les débats liés au fonctionnement de la justice, je pense que son indépendance est celui qui fait le plus parler. Beaucoup de nos concitoyens remettent en cause l'effectivité de cette indépendance. Vous leur répondez quoi, professeur Ismaïla Madior Fall? Je vais leur répondre simplement. Je n'évoquerai pas les textes pour dire que les textes garantissent l'indépendance de la justice au Sénégal. Non, pas du tout. Je n'évoquerai pas la réputation de la justice sénégalaise. Je n'évoquerai pas des juges au grand nom. J'évoquerai simplement quelque chose de très simple. Vous savez, le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice, c'est quoi? C'est l'imprévisibilité des décisions de justice, l'imprédictibilité des décisions de justice, l'incertitude du processus judiciaire. Il y a une affaire. Ça tient en haleine tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne. C'est ça l'indépendance de la justice. Vous savez, quand la justice n'est pas indépendante, c'est simple. Hein? Le ministre de la justice convoque le juge, il dit bon, ok, voilà, vous faites tout ça, et voilà, on est d'accord, allez-y faire ça. Des juges ont remis en cause l'indépendance de la justice. Attendez, je dis donc, et moi je suis tranquille. Hein. Mais est-ce que vous avez vu dans l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, mais le parquet relève appel. Ça veut dire que le parquet n'était pas content de la décision, non? Le parquet relève appel. Ça veut dire que le parquet n'était pas content. Ça veut dire que quand il y a une instance judiciaire qui se déroule au Sénégal, nul, j'ai dit nul, y compris le ministre de la Justice, y compris le président de la République, ne sait ce qui va sortir. Nous tous, nous sommes suspendus. Et nous attendons. Et c'est ça, l'indépendance. Ce nul, il exclut tout le monde. Quand c'est la justice, mais il n'exclut pas tout le monde quand il s'agit de la Constitution. C'est nul. Le nul que vous venez de dire, nul ne peut. Et dans la Constitution, dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Non, le problème, ce n'est pas ici le nul. Le nul, tout le monde est d'accord, mais on a dit à partir de quand ça s'applique. Bien. C'est ça la question. Alors, pour clore ce chapitre, il y a le juge Souleymane Teliko, ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui a fait des propositions pour réformer la justice et la rendre indépendante. Entre autres, il a demandé à ce que le président ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les assises nationales l'avaient proposé. Il a demandé également à ce qu'on revoie la gestion de la carrière des juges, le principe d'inamovibilité et la démission du ministre de la Justice également dans le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ces réformes qu'il propose? La démission du ministre de la Justice et du président de la République. Oui. J'ai d'abord énuméré le président avant d'en venir au ministre de la Justice. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réformes qu'il propose en tant que juge? Je pense que c'est des réformes qui ne sont pas absurdes dans l'absolu. Et c'est des réformes qui se font dans certains pays. Mais vous savez, pour gérer le Conseil supérieur de la magistrature, il y a 2 modèles. Vous avez le modèle où le président n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice n'est pas membre. Parfois, il y a des blocages. Beaucoup de pays de la sous-région. Blocage, hop, c'est fini. Vous ne pouvez pas débloquer le système. Parce que le président n'est pas membre. Il dit, ça ne me concerne pas. C'est vous. Le ministre de la Justice dit, je ne suis pas concerné. Bloqué. C'est une option. Vous avez un autre système. Le système où le président de la République et le ministre de la Justice sont membres. Mais ne siègent pas lorsque les magistrats délibèrent des affaires qui concernent notre corporation. Notamment les affaires disciplinaires. Le président de la République ne siège pas, le ministre de la Justice ne siège pas sur les affaires disciplinaires. Faut-il sanctionner un magistrat? Faut-il instruire contre un magistrat? Tout ça, le ministre de la Justice n'intervient pas. Le président de la République n'intervient pas. C'est la compagnie judiciaire
C'est la composition qui s'occupe. Et quand tous les deux vous siégez au Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que vous ne gâchez pas un tout petit peu l'esprit de la séparation des pouvoirs? Non, nous on ne siège que quand il s'agit d'arrêter des mesures. Oui, mais vous faites partie du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cela ne gâche pas un peu l'esprit de la séparation des pouvoirs? C'est juste de la régulation. Le président fait de la régulation. 98% des gens qui sont nommés en Conseil supérieur de la magistrature, le président ne les connaît pas. Bon, je vais dire même 99%. Il ne les connaît pas. Le président ne va pas savoir qui va aller à Dakar. Il ne connaît pas. Le président, par exemple, il ne sait pas qui a été nommé procureur de la République à Dakar. Il ne connaît pas. Il ne sait pas qui a été nommé, je ne sais pas moi, président de la Cour d'appel de... Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc les décisions, en réalité, les propositions, c'est fait par qui? Les propositions sont généralement faites par les chefs de cour, les chefs de parquet. Le ministre de la Justice centralise et quand on vient, toutes les mesures passent comme ça. Le président ne fait que de la régulation. Et justement aussi, la présence du président permet aussi autre chose. Un, si jamais le système est bloqué, le président peut débloquer. Premièrement. Sinon, si c'est bloqué comme dans les autres pays, il n'y a aucun mécanisme de déblocage. Dernière question. Et deuxièmement, oui, deuxièmement aussi, le Conseil supérieur de la magistrature est une occasion pour la coopération, pour la compagnie judiciaire de poser des problèmes qui concernent le fonctionnement global de la justice. Et c'est à partir de ce moment qu'il rencontre le président et qu'il communique avec lui. Et c'est là qu'on en profite pour... Non pas des questions disciplinaires, parce que ça c'est eux qui le gèrent entre eux. Non pas des questions de nomination, mais des questions de fonctionnement de la justice. Les moyens de la justice, les capacités de la justice. Ça se discute au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.